commencer ce colloque, ouvrir ce colloque, je voudrais simplement dire deux mots de remerciement à nos partenaires, Marie Cornu et son institut de recherche, l'Institut des sciences sociales du politique. Je voulais remercier également le musée Branly qui nous accueille très gentiment. Et enfin, ses fonctions de magistrat à la Cour des comptes et puis de président de la Chambre régionale des comptes, qui avait donné une épaisseur nouvelle à cette connaissance très forte du milieu local et des finances locales. C'est sur cette île, à ses côtés, que Michel Ragera s'est éteint brutalement dans la nuit du 16 au 17 novembre 2013. Si je ne suis pas présent parmi vous aujourd'hui, je peux vous assurer que j'ai, en cet instant même, une pensée toute particulière à l'égard de Michel Ragera, mais aussi à celui de son épouse Michel, qui nous fait le plaisir et l'honneur de sa présence, et de ses deux fils, Christophe et Frédéric, qui n'ont pu nous rejoindre en raison d'obligations professionnelles. J'avais eu l'occasion, à l'issue de la cérémonie de ses obsèques, de souligner les nombreuses facettes de la personnalité et de la carrière de Michel Ragera. Plus que tout autre, il m'est difficile de l'évoquer en me limitant à quelques mots. Pour cette raison, tout en rappelant quelques traits de l'homme et de sa vie professionnelle, je parlerai davantage de lui en tant que magistrat, président de Chambre régionale des comptes et collaborateur proche que j'ai eu la chance de côtoyer au sein des juridictions financières. L'organisation territoriale est importante, mais je dirais le territoire crée son propre patrimoine, que ce soit dans les arts vivants, ou dans le domaine même de l'histoire. Donc, je vois déjà la difficulté. J'attends donc avec impatience d'entendre les différents participants. Et puis par ailleurs, personne n'ignore, ne serait-ce qu'en lisant la presse, le débat qui demeure autour du patrimoine et identité. Je m'en tiendrai ici au rôle des collectivités autres que l'État, en reformulant quelque peu mon sujet, en posant la question de savoir ce que peuvent apporter ces acteurs locaux, forts de leurs liens privilégiés au territoire. Et avant d'envisager cette question sous un angle positif ou prospectif, il faut revenir bien sûr sur l'histoire patrimoniale, sur l'héritage qui éclaire sur la possibilité d'agir des collectivités locales dans ce ressort du patrimonial. Premier point, l'héritage. Avec des commissions régionales. Et les deux régions qui ont été en 1964 à l'initiative de cet inventaire, c'était l'Alsace et la Bretagne. On a beaucoup parlé de la Bretagne tout à l'heure, à juste raison. La Bretagne a été très pilote par rapport à ça. Donc se posait déjà la question du patrimoine régional, des identités des territoires et en même temps d'une démarche nationale. Et c'est ce mot de général qui est fondamental. On peut oublier inventaire, on peut oublier ce qu'on met après. Ce qui est fondamental, c'est général, c'est-à-dire qu'il permet à un moment d'être à des échelles qui sont des échelles différentes de l'échelle régionale. On n'a pas créé en 2004 des inventaires régionaux. On a transféré la compétence d'inventaire général à des collectivités territoriales. Et le pari du ministère de la Culture à l'époque a été de confier cet inventaire général. Par exemple, la cathédrale de Bourges, la cathédrale de Chartres, le château de Fontainebleau. Et puis, on s'est trouvé confronté à un cas évidemment emblématique et très particulier, celui du Mont-Saint-Michel, puisqu'au moment de la demande d'inscription, s'est posé la question de savoir s'il fallait ou non demander l'inscription du monument stricto sensu, autrement dit de l'abbaye, voire de son rocher, ou du rocher, de l'abbaye et de la baie du Mont-Saint-Michel. Et fort heureusement, finalement, on a donc considéré qu'il était tout à fait évident qu'il y avait un lien consubstantiel entre le monument et son espace, je dirais, naturel. Le même problème s'est posé pour Vézelay, pour la Sainte-Madeleine de Vézelay, puisque dans un premier temps, on s'est contenté, si je puis dire, d'inscrire l'église et
et le village. Et puis, par la suite, on a fort opportunément donc décidé de demander à l'UNESCO d'étendre la zone de protection de Vézelay. Donc il y a eu une extension du site. On parle d'urbain, on a le sentiment qu'on est évidemment avant tout dans la ville, mais quand on parle de protection des patrimoines, en allant plus loin, on pourra aussi parler de patrimoine naturel, bien sûr, y compris de la nature d'ailleurs au cœur de la ville. Alors, est-ce que, quand on parle de protection des patrimoines, on est dans une logique de sanctuarisation? Donc là, vous voyez l'Arc de Triomphe sous une cloche de verre. On parle souvent de la cloche de verre quand on parle de patrimonialisation. Quand on met en place des espaces protégés, donc est-ce qu'on va contre le projet urbain? Est-ce qu'on est nécessairement dans un choc frontal? Et donc, du point de vue juridique et réglementaire, est-ce que la mise en place de ces différents outils que sont les secteurs sauvegardés, alors les AVAP, peut-être tout le monde n'est pas déjà parfaitement familier des différents sigles qu'on utilise en droit du patrimoine et en droit de l'urbanisme. Donc les AVAP sont les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Et je n'ai pas rappelé ici qu'elles vont remplacer, enfin elles en auront à peine le temps, les ZPPAUP, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Donc quand on met en place ces outils ou tout simplement un périmètre autour d'un monument historique, est-ce qu'on va contre le projet urbain? Le projet urbain étant incarné par le plan local d'urbanisme, par la planification urbaine. Des problématiques patrimoine et identité territoriale. Nous poursuivons cet après-midi avec une première table ronde qui va davantage parler de l'approche financière publique, qui n'a pas été évoquée pratiquement ce matin, mais c'est normal. Et donc notre table ronde s'intitule Territoire, patrimoine et nouvelle gouvernance financière. Mais j'ai noté tout de même ce matin, à travers un vocabulaire, inventaire, plan de gestion, des termes qui ne sont pas inconnus des spécialistes des finances publiques. Et si j'en juge par ces termes, on observe dans le champ qui est celui des spécialistes du droit du patrimoine culturel, des politiques de patrimoine culturel, il me semble qu'on observe ce qu'on observe en finance publique, à savoir la progression d'une logique de gestion. Et puis la question se pose de la place du rural dans tout ça, et évidemment celle de la question des investissements qui touchent directement le patrimoine, puisque évidemment ce sont des investissements. Donc vous le voyez, nous sommes dans la logique dans laquelle je me place, dans une logique d'une dynamique, mais d'une dynamique de changement, de transformation de notre société, de passage d'un mode de société à un autre mode de société. Alors, si on revient un petit peu en arrière, parce que nous y sommes encore en arrière, et quelquefois nous y sommes un peu trop dans nos esprits, si l'on considère les années 50-60, nous étions là avec un État centralisé, avec un territoire à aménager. Nous sortions de la Seconde Guerre mondiale et donc il fallait tout refaire, il fallait tout reconstruire. Il fallait relancer l'économie. On a beaucoup parlé de la TVA. La TVA était un impôt justement qui avait été conçu pour cela, pour que les investissements puissent se faire, et notamment dans ce cadre-là, les investissements privés. Donc un investissement à soutenir, tout un patrimoine à reconstituer finalement vu d'une façon globale. C'est ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Les 30 Glorieuses, c'est quelqu'un qui est très connu, qui a écrit un livre qui s'appelait Les 30 Glorieuses, c'était Jean Forestier, c'est-à-dire ces 30 années de croissance après la Seconde Guerre mondiale, où on a rebâti complètement notre société, notre pays. Et la région est devenue progressivement, elle s'est imposée même progressivement comme la clé du développement économique et de l'aménagement du territoire. Je parle de la région parce que la région va être confrontée dans la société actuelle, dans le cadre actuel, et je le répète, pas seulement en France, elle va être confrontée à la métropole et à l'État, mais j'y reviendrai. C'est également que l'on a créé des dispositifs fiscaux qui y sont adossés. Je pense notamment aux fonds d'investissement de proximité qui vont servir dans le développement territorial et qui sont fondamentalement des dispositifs fiscaux, que ce soit en matière, peu importe, d'impôt sur le revenu, d'impôt de solidarité sur la fortune. Ce sont des incitatifs fiscaux extrêmement puissants. Alors, ça va de soi, ce n'est certainement pas ce dont je vais vous parler, ni d'ailleurs du développement d'entreprises nouvelles en territoire qui ont un support, là encore, objectivement et directement fiscal. Mais traiter de fiscalité du patrimoine culturel à l'épreuve des territoires, c'est déjà restreindre, en tous les cas, la portée du dispositif au patrimoine culturel. Alors, j'ai bien compris l'écueil qu'a évoqué
un des participants ce matin qui disait fort justement que le patrimoine culturel et naturel pouvait être traité d'une même main. Il se trouve qu'en matière fiscale, il y a des dispositifs qui se rapprochent entre le patrimoine culturel et naturel, mais néanmoins, je me limiterai au patrimoine culturel. Je n'ai pas le temps de développer et d'aller au-delà de cette thématique. Alors, si l'impôt, dans tous les cas, dans ce cadre, a vocation traditionnellement à financer des besoins collectifs qui sont pris en charge par des services publics, en fait, c'est bien de tarissement du financement des services publics culturels dont il est question. Et ce tarissement, en tous les cas, qui peut être observé tant du point de vue des crédits budgétaires, malgré la sanctuarisation qui a été initiée dans le projet de loi de finances pour 2015 et reconduit en 2016 sur les crédits budgétaires qui sont alloués par le ministère de la Culture, entre autres, a aussi comme corollaire une rationalisation des dépenses fiscales. Car ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est essentiellement par la dépense fiscale que le soutien de la fiscalité au patrimoine culturel, en tous les cas, a été opéré. Alors, bien, alors si ça a l'air de vous convenir, donc on va commencer par le premier point sur l'importance du patrimoine des collectivités territoriales. Il aurait triplé en 30 ans, c'est-à-dire depuis les lois de décentralisation. Alors cette évolution, elle a plusieurs raisons. La première raison, c'est le transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales, et donc le transfert du patrimoine est une conséquence de ce transfert de compétences. Donc ce patrimoine s'est agrandi, en particulier dans des équipements structurants, dans les domaines culturels et sportifs, les infrastructures, ports, aéroports, les lycées, les collèges, par exemple. Une deuxième raison, c'est l'évolution grandissante des interventions des collectivités territoriales pour répondre à des besoins nouveaux de la population. Donc, c'est la deuxième raison qui explique cette forte évolution de la valeur du patrimoine des collectivités territoriales. Donc les collectivités territoriales ont pu constituer des réserves foncières pour ensuite lotir, réaliser des zones d'aménagement, créer des équipements culturels ou de loisirs. Les 1000 sites, il doit y avoir 1 ou 2 sites à peu près semblables, mais évidemment pas en France, Gaudin étant un cas unique en France. En tout cas, je suis particulièrement heureux et honoré de présider cette table ronde, parce que il se trouve que je connais l'ensemble de ces sites dont nous allons parler d'une manière évidemment concrète. Il s'agit de cas pratiques. Donc une carte administrative évidemment particulièrement morcelée, et dire cela, c'est évidemment immédiatement souligner la difficulté d'assurer la protection de ce type de biens, conformément bien sûr aux exigences de la Convention UNESCO. Alors cette fameuse Convention UNESCO concernant la protection donc, du patrimoine mondial a ce que je pourrais appeler une vocation discriminante. En effet, elle ne s'applique qu'aux biens du patrimoine culturel et naturel présentant, je cite, une valeur universelle exceptionnelle, la fameuse VUE, là encore, à laquelle il a été fait allusion ce matin, et donc elle ne concerne pas tous les biens de grand intérêt, importance, de protéger et de conserver cette merveille. Alors, on procède à l'expropriation. Je sais qu'il y a des juristes parmi vous, mais j'ai pas le temps de vous raconter le contentieux autour de l'expropriation de la grotte du Pont d'Arc, mais si ça intéresse quelqu'un, on pourra en parler. Ensuite, la protection juridique, le placement évidemment au titre des monuments historiques, et puis les mesures physiques de conservation. On fait des appareils de contrôle d'humidité, de température, de contrôle des gaz, car il y a des gaz toxiques dans la grotte, du radon et du CO2 qui font que la grotte n'est pas déjà pas visitable, mais même pour les équipes scientifiques, elle ne l'est pas le plus clair du temps. On ne peut y aller que quelques mois par an. Une porte blindée, j'ai un souvenir ému de Drac de Rhône-Alpes que j'étais à l'époque. Je crois que c'était la seule fois de ma vie où j'ai eu, à la demande du ministre, à opposer le confidentiel défense à un trésorier payeur général qui voulait des documents financiers sur la porte blindée. Et c'était impossible parce que c'était totalement secret, une porte extrêmement sophistiquée, voyez. Et le rôle de l'État, c'est aussi bien sûr l'étude.
et des équipes de recherche chaque année depuis cette époque, et ça continue, des équipes pluridisciplinaires, d'abord dirigées par Jean-Claude lui-même, ensuite par Michel Jeunesse depuis quelques temps, font donc des campagnes de fouilles quand on peut descendre dans la grotte une fois par an, quelques mois. Le site du Monde par sa géographie, et la géographie explique l'histoire et donc le patrimoine. Il est situé à l'embouchure d'un fleuve qui s'appelle le Bourguerec sur l'Atlantique et qui partage la ville d'une autre ville aussi ancienne aussi qui s'appelle Salé. Et sur le plan continental, Rabat se trouve au centre du Maroc, historiquement un lieu de passage entre les deux capitales historiques, Fès et Marrakech. Et c'est pour cela que dès le 16e, 17e, il est devenu une des villes impériales, ce qu'on appelle les villes impériales. Et puis au XXe siècle, il se trouve qu'elle a été choisie juste au début du protectorat pour devenir la capitale. Le palais social central, les deux ailes, l'aile droite et l'aile gauche, et en face, vous avez un édifice un peu plus haut, c'est le théâtre, avec de part et d'autre, les écoles. Puis, de l'autre côté de la rivière l'Oise, puisque l'Oise prend sa source en Belgique, c'est comme Rabat, là, s'il y a une fonderie, si on y a fait des poêles qui sont connues dans le monde entier, depuis 1850, c'est parce qu'il y a de l'eau, tout simplement, et qu'il y a une surcroît de la mine de feu qui permet de le faire et le charbon entre le Pas-de-Calais, le Nord, et la Lorraine du Nord, puisque nous sommes à la frontière de la Belgique. Et donc voilà, sur ce site-là, Jean-Baptiste André Godin, qui est en fait